Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction d'exercice. Donc maintenant vous avez l'habitude, vous avez cherché l'exercice avant. Si ce n'est pas le cas, je mets les énoncés en dessous et vous y allez. Sinon ça ne sert à rien de regarder la correction si vous n'avez pas cherché avant. Donc maintenant que vous avez tous cherché, allons-y. Ok, donc le vrai ou faux que nous avions au début. Donc si on prend deux espaces topologiques et une application de E dans F qui est continue, alors quelle que soit B, une partie connexe de l'espace d'arrivée, son image réciproque est connexe. Bon, c'est pas. Voilà, on comprend la question puisque l'image directe est connexe par une application continue. Est-ce que l'image réciproque est connexe? Eh bien, bravo à vous si vous avez trouvé faux, puisque effectivement, il suffit de prendre la fonction par exemple qui a x associe x2. Alors l'image réciproque du singleton 1 qui est connexe parce que c'est un singleton, c'est l'ensemble moins 1 et 1 qui n'est pas connexe dans R bien évidemment. Donc voilà, c'est faux. Ok? Très bien. Ensuite, si on prend un espace métrique, alors toute boule ouverte de E est connexe. Bon, ça, normalement, si vous hésitez, il y a un problème parce que c'est dans le cours. C'est un exemple, c'est un contre-exemple que j'ai mis dans le cours. Je dis, bah non, ça ne marche pas, donc je le redis tout de suite. Voilà, si on prend dans N, par exemple, la boule de centre 1 et de rayon 2, je vous rappelle que, donc de rayon 2, hein, c'est-à-dire que ça va jusqu'à 3 et à moins 1, mais du coup, comme c'est ouvert, c'est pas inclus, donc il y a 0, 1 et 2. Ok? Et bien ça, c'est pas connexe, voilà, vous voyez bien, il y a trois composantes connexes, tout ça, donc c'est faux. Ok? Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu triches, parce que tu as pris dans N un ensemble qui n'est pas du tout connexe. Mais est-ce que si on prend un ensemble connexe à la base E, alors est-ce que toute boule ouverte de E est connexe? Ah, là, c'est un peu plus subtil. Donc, il faut réfléchir un peu. Et l'astuce, c'est qu'il faut toujours se rappeler cette histoire que les boules, en fait, dans un ensemble, c'est l'intersection. Quand il y a une sous-partie, vous voyez, par exemple, du plan ou de R, ou d'un autre espace métrique, eh ben, une boule, c'est l'intersection de la boule de la grosse partie avec ma partie à moi. Et donc, vous voyez, ça en fait un petit dessin comme ça. Vous voyez, mon espace bleu, c'est un espace connexe. Ok. Mais la boule de centre, le centre ici et de rayon ici, là, dans le bleu, c'est l'intersection de la boule dans le grand espace avec elle. Donc, c'est les trois petits morceaux. Donc, vous voyez, je vois que ma boule, là, en fait, elle a trois composantes connexes. Ok. La boule de E, si E, c'est cet ensemble bleu, là, ok. Donc, c'est avec la topologie induite, la distance induite par celle du plan, et ben j'obtiens que non, cette boule-là de E a trois composantes connexes. Voilà, voilà. Donc c'est faux. Ok. Alors maintenant, si on prend A, B et C, trois parties de E, on a déjà vu que si B était construit entre A et A bar, et que si A était connexe, alors B était connexe. Maintenant, si je prends A et C qui sont tous les deux connexes, et je prends une partie B qui est coincée entre deux parties connexes, est-ce qu'elle est forcément connexe? Bon, ça, normalement, il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour trouver la réponse. Qui est non. Il suffit de prendre A, vous voyez le petit rouge là, il est très bien connexe, et je prends B, les deux morceaux verts, donc une composante connexe qui contient A, plus une autre composante connexe qui ne contient pas A, donc c'est pas connexe, et tout ça inclus dans C qui lui-même est connexe, et je vois bien que c'est faux. Ok? Donc maintenant, si je prends un K espace vectoriel normé, K c'est R ou C, hein, si A est un ouvert non vide de strictement inclus dans E, alors A ne peut pas être un fermé de E. Si je suis un ouvert non vide, je ne peux pas être un fermé. D'accord? Enfin, strictement, si je ne suis pas E, quoi. Je ne suis pas vide et je ne suis pas E, et que je suis ouvert, alors je ne peux pas être fermé. Ben, la réponse est vraie, parce que comme un espace vectoriel normé, c'est convexe, donc c'est connexe par arc, donc c'est connexe. Donc je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste, parce que c'est vachement utile de savoir ça. Hein. Et ben voilà, une fois que j'ai démontré qu'une partie non vide et qui n'est pas égale à tout, elle est ouverte, et ben, elle ne peut pas être fermée, parce qu'il n'y a pas de partie à la fois ouverte et fermée dans un espace connexe, à part vide et E. Ok. Alors ensuite, maintenant des parties de R2 un petit peu compliquées. Donc il y a R privé de Q au carré. Et après, il y aura R2 privé de Q2. Donc là, c'est pas mal, parce que des fois, on se demande c'est quoi la différence entre les deux ensembles. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ensemble-là? Eh bien, c'est l'ensemble des couples d'éléments de R2 tels que X n'appartient pas à Q et Y n'appartient pas à Q. D'accord? C'est R privé de Q croix R privé de Q. Les deux sont irrationnels. Voilà. L'ensemble des couples, X est irrationnel et Y est irrationnel. OK? Et donc, eh bien, on peut le séparer en deux parties. Eh bien, je vais prendre celle dont la coordonnée x est strictement négative, union ceux où le premier terme, x est strictement positif. L'abscisse, x est strictement positif. Bon, voilà, hein, comme x n'est pas égal à 0, parce que x n'est pas dans Q, donc je peux bien couper mon ensemble là en deux parties, ceux pour x strictement négatif, union ceux pour y strictement positif. Or, l'ensemble, dans le plan, l'ensemble des points d'abscisse strictement négatifs, c'est un ouvert, de R2. Hein.
un ouvert croix un ouvert, c'est un ouvert de R2. L'ensemble des points X de strictement, pareil aussi, strictement positif, c'est aussi un ouvert de R2, mais du coup, l'intersection avec ça, c'est un ouvert de ça. Hein, définition de la topologie induite, je vous rappelle, la topologie d'une partie incluse en R2, c'est un ouvert si et seulement si c'est l'intersection d'un ouvert de R2 avec la partie. Donc ce truc-là est un ouvert de R privé de Q au carré. Ok, pareil pour l'autre côté, parce que ça, c'est un ouvert de R2, donc ça intersecté avec ça, c'est un ouvert de ça. Et donc j'ai trouvé deux ouverts non vides. Ça existe, hein, il y a des points d'abscisse négatifs irrationnels et des points d'abscisse négatifs et positifs rationnels, ça existe, non vides, tous les deux, et dont la réunion est égale à R privé de Q au carré complet. Donc voilà, mon espace est une réunion disjointe de deux ouverts de lui-même, hein, donc du coup il n'est pas connexe, voilà, par définition. Ok, alors maintenant si on prend donc R2 privé de Q2, alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Cette fois ça veut dire l'ensemble des couples dans R2, tels que X n'est pas dans Q, ou Y n'est pas dans Q. Vous voyez, j'enlève dans le plan les points qui ont deux coordonnées rationnelles. Donc ce qui est interdit, c'est d'être les deux dans Q. Donc c'est l'ensemble des couples où il y en a au moins un des deux qui n'est pas dans Q. Ou les deux qui ne sont pas dans Q, ça marche, hein, bien sûr. Ça contient l'ensemble précédent, mais ça en contient beaucoup plus. Alors cette fois, est-ce que c'est connexe? Et bien en fait, on va montrer même plus fort que c'est connexe par arc. On va montrer que deux points, on peut les relier par un chemin. Vous voyez, si vous n'avez pas pensé à ça, essayez de le faire comme ça. Ok? Puis une fois que vous aurez galéré, vous pouvez continuer à avancer d'une ligne et ainsi de suite. Bon, bref. Donc voilà, donc une autre indication, en fait, on peut montrer qu'on peut passer de deux points par un chemin. En fait, les chemins, ça va être des morceaux de droite horizontaux ou verticaux. Hein. Des morceaux de droite horizontales, verticales. Bon, bref. Ok, donc l'astuce, en fait, c'est que c'est pas si simple de passer de AB à CD. Il y a plein de cas à faire. Grosse astuce, je prends un point à deux coordonnées irrationnelles, donc par exemple pi et pi, donc racine de 2, racine de 2, et j'ai montré que je peux trouver un chemin continu entre A et B, et pi, qui est complètement inclus dans R2 privé de Q2. Alors pour ça, c'est pas très dur, parce que je vais de AB dans pi, alors là, il y a deux choix. Comme AB, il est dans l'ensemble au début, c'est pas les deux sont pas rationnels, donc il y en a au moins un qui est irrationnel. Alors si c'est que A qui est irrationnel, je garde A irrationnel, là, et je descends B, jusqu'à pi. Bon, je reste toujours dans mon ensemble R2 privé de Q2, puisque l'abscisse était irrationnelle. Ok? Et une fois que je suis arrivé ici à l'ordonnée qui est égale à pi qui est irrationnelle, je peux me balader, changer A. Là, il y a des valeurs de A qui rentrent dans le Q, enfin des valeurs de X qui deviennent rationnelles, mais comme B, c'est pi, il est irrationnel, ce chemin-là est bien complètement inclus dans R2 privé de Q2. Ok? Et puis si jamais A était rationnel, du coup ça ne marche pas. Ah, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des valeurs de B qui sont rationnelles là-dedans. Et donc là, il y a des points où les deux seraient rationnels. Mais à ce moment-là, si A est rationnel, B est forcément irrationnel. Et à ce moment-là, je suis ce chemin-là. B est constante, donc là, je suis toujours dans les éléments de R2 privé de Q2. Et une fois que A est arrivé à pi, je peux descendre et je viens bien de toutes les façons. J'ai un chemin qui permet d'aller de AB à pi à pi. Et du coup, j'ai un chemin qui permet de passer de pi à n'importe quel couple CD en faisant le chemin inverse, vous voyez. Et donc si je prends un couple AB et un couple CD, et du coup je peux les relier potentiellement par 4 morceaux de droite. Ok? Mais en tout cas c'est connexe par arc, il y a toujours un chemin continu entre AB et CD. Et donc c'est connexe. C'était pas facile. Je reconnais que cet exo-là, il n'est pas facile. Donc, il faut y penser à cette astuce, hein. D'accord? Parce que sinon on commence à, ouais mais si C, D, enfin on essaie de le faire en deux morceaux de chemin, on n'y arrive pas forcément, vous voyez. Donc c'est un peu galère. Ok. Bon, bref. Alors, ensuite, est-ce que cet ensemble rouge là, qui est formé de deux courbes, là, le graphe de la fonction 1 sur x pour x strictement positif, et puis le graphe de la fonction nulle, pareil pour x strictement positif, est-ce que cette réunion de ces deux trucs rouges est connexe? On avait vu que dans le cours, hein, que des fois, l'espèce de peigne, ça se rapprochait sans jamais se toucher, mais au final, c'était quand même connexe. Bon, là, les deux morceaux, ils se rapprochent, même s'ils ne se touchent pas. Du coup, est-ce que ça fait un seul morceau ou ça en fait deux? Donc c'est pas si simple, il faut réfléchir un petit peu, et en fait l'astuce c'est qu'on peut les séparer, on peut mettre une courbe entre les deux. D'accord? Alors comment je définis la courbe? Là je la prends qui est égale à 1 de ce côté-là, et puis là j'ai pris par exemple 1 sur x2. 1 sur x2 c'est bien plus petit que 1 sur x, d'accord? Donc 1 sur x2 plus 1 pour pas avoir de problème en 0, ok? Et donc x2 plus 1 est bien plus grand que x, et donc 1 sur x2 plus 1 est plus petit que 1 sur x, c'est strictement positif, hein. Donc voilà. Et donc je peux couper en deux parties, je prends U1 ceux qui sont au-dessus de la courbe bleue, c'est-à-dire ceux pour lesquels x est négatif et y est strictement plus grand que 1, union ceux pour lesquels x est positif et y est strictement plus grand que 1 sur x2 plus 1. Donc c'est ce que j'ai dessiné en jaune. Et puis U2, c'est ceux qui sont de l'autre côté, donc c'est ceux
où x est négatif, y est strictement plus petit que 1, ou alors x est positif et y est strictement plus petit que 1 sur x2 plus 1. Ok. Bon, bah, il est facile de voir que U1 et U2, c'est des ouverts de R2. Okay, parce que c'est des inégalités strictes, hein, donc c'est des images réciproques de... Si je passe ça de y moins 1 sur x2 plus 1, c'est une fonction continue, c'est l'image réciproque de R plus étoile, donc c'est un ouvert. Ok, cette partie-là est un ouvert, cette partie-là est un ouvert, réunion de deux ouverts, c'est un ouvert. Bon, bref. Pas très dur de justifier que U1 et U2, ce sont nos ouverts de R2. Ok. Et puis, du coup, U1 inter x est non vide, U2 inter x est non vide, et bah, du coup, x n'est pas connexe. Voilà. Hein, puisque la première partie de la cour rouge, elle est dans U1, la deuxième, elle est dans U2. Et donc, j'obtiens bien deux ouverts non vides de x dont la réunion est x. Donc, c'est pas connexe. Voilà, voilà. Ok. Allez, on y va. On avait commencé un petit peu dans le cours les lettres. On se lasse. Il faut réussir à regrouper tout ça en lettres homéomorphes ou pas homéomorphes. Waouh. Alors, on va s'y atteler. Donc, si vous ne l'avez pas fait, quoi, essayez de le faire. Celui-là, il est vachement marrant, quoi. Ok. Alors, première chose. Déjà, j'ai mis tous ceux qui sont homéomorphes à I ou à un segment, à J. Oui, donc j'ai pris dans tout cela. Voilà, tous ceux qui sont, en gros, quitte à déplier, c'est un seul segment, quoi. Et V, je le prends. Ça fait I. S, on tire, ça fait I. Hop, hop, vous voyez, donc le J, on déplie, hop, le N, on détord. Bon, bref, pareil, le Z, le W, hein, le G, hop. Ok, tout ça, tout cela, ils sont tous homéomorphes à I. Ok, donc voilà, donc déjà, c'est pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme d'autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est, entre guillemets, ça se voit qu'ils sont homéomorphes. C'est pas si simple. Donc, si je prends le D et le O, par exemple, bah, en gros, c'est, vous voyez, le D, je tape dans les coins, hop, j'obtiens un O. Ça se voit que c'est homomorphe, ok? Normalement. Ensuite, alors, un peu plus subtil, le E, le F, le T et le Y, je prétends que ça se voit. Alors, ça se voit pas tant que ça, mais vous voyez le E, là, je prends le bord du dessous, là, je tourne, j'obtiens un T, vous voyez? Pareil pour le F, je prends celui-là, je raccourcis, je claque, j'obtiens un T. Et le Y, c'est un peu plus... Voilà, je tourne, hop, je mets celui-là à cette branche à 90 degrés, celle-là, je l'aligne avec l'autre, hop, j'obtiens de nouveau un T, ok. Donc tout cela, ils sont homéomorphes. Bon, alors, qu'est-ce qui me reste là-dedans? Bah, H et K, si je regarde bien, comme le cas que j'ai dessiné, moi, la branche, elle ne se recoupe pas au même point, là, il y a un petit bout entre les deux. Du coup, ces deux-là, bah, vous voyez, en tournant comme il faut ces petites choses-là, je vais obtenir la même chose. Ok, c'est pas super évident à voir, mais vous voyez, je rends horizontale la première barre, puis après je déplie les deux autres. Et là, celle qui est penchée, là, je la mets droite, puis après donc j'obtiens une espèce de bec canard, je les tourne pour les mettre droit et j'obtiens le H. Ok, ensuite le A et le R, bon, ça se voit un petit peu, je prends une pompe à vélo, je souffle dans la boucle du A pour la grossir, et hop, j'obtiens le R. Ok, et donc voilà, et je vois rien d'autre a priori, hein. Donc, il me reste tout ça. Et maintenant, on va montrer que ces lettres-là, donc je garde un seul représentant de chaque classe de homéomorphisme, ça suffit. Donc, toutes ces lettres-là sont toutes 2 à 2 pas homéomorphes. Ça, il y a encore pas mal de couples, hein, donc il y a encore du boulot. Donc, on va essayer de trouver une astuce. Vous voyez, il y a tout ça. Ok, donc, il y en a encore 9. Donc, le nombre de couples de 9 x 8 divisé par 2, 36. Donc, il y a encore 36 théorèmes à démontrer. Ouais. On va se trouver une astuce pour essayer d'aller un peu plus vite, s'organiser pour essayer de trouver. Enfin, ouais. Alors, si je commence en disant, tiens, bah, A et I, pourquoi ils ne sont pas homéomorphes? C'est de trouver une astuce. Donc, c'est une astuce qu'on a déjà vue, c'est de se dire, bah voilà, si je prends l'image de ce point-là dans A, si j'enlève ce point-là, ça reste connexe. Donc, l'image de point A, ça fait un des deux sommets de I, parce que c'est les deux seuls points que je peux enlever pour que ça reste connexe. Donc, par exemple, c'est celui-là. Si j'enlève ce point-là, bah, du coup, pareil, quand j'enlève ce point-là de A, ça reste connexe, donc ce point-là, bah, il doit aller là. Et le problème, c'est que si j'enlève un autre point, un troisième point, ce point-là, quand j'enlève de A, il reste encore connexe. Hein, parce que je peux relier, connexe par arc même, hein, je peux relier par la petite barre, là, tous les points. Et donc, il y a un troisième point où je peux enlever, ça reste connexe. Et lui, il n'y en a plus. Le vert, je ne peux pas le faire associer à le troisième point de A, parce que là, sinon, si j'enlève un troisième point, bah, ça se coupe en deux parties, ça reste plus connexe. Donc ça, c'est une preuve que A et I ne sont pas homéomorphes. Et donc, je vais essayer de faire ce raisonnement-là, en me disant, tiens, bah, je vais compter à chaque fois, pour chaque, combien de points je peux enlever, de telle sorte que mon ensemble, ma figure, reste connexe. On va compter pour chaque. Donc pour I, il n'y en a que 2. Voilà, il y a 2 points que je peux enlever. Après, à partir du troisième, je suis obligé de couper en plusieurs composantes connexes. Pour A, il y en a une infinité. Parce que, ok, les 2 en bas, mais en fait, n'importe quel point là sur la boucle du A, là, si je l'enlève, ça reste. Oui, si j'envoie un point ici, voilà, ça reste connexe.
Donc là, il y en a une infinité. Ok. Bon. B, il y en a une infinité aussi. Hein. C'est embêtant. J'enlève un point n'importe où. En fait, tous les points de B. J'enlève un point n'importe où, ça reste connexe. Ok. Donc là, il y a tous les points de B. Bon, ben donc là, on ne pourra pas trop les séparer. H, il n'y en a que 4. Hein. Vous voyez bien, si j'enlève un point ailleurs que ces 4 bouts-là, ben, ça va faire plusieurs morceaux. Ok. O, il y en a une infinité, n'importe quel point de O. Ok. P, il y en a une infinité, n'importe quel point dans la boucle. Ok. Q, il y en a une infinité, n'importe quel point dans la boucle aussi. Oh, à part celui-là. T, il y en a 3. Ah, ben voilà, déjà. Donc déjà, celui-là, il n'est pas homomorphe aux autres. Oui. Déjà, ça c'est pas mal, parce que I, il est homomorphe à aucun des autres, H à aucun des autres, et T à aucun des autres. Et tout cela, je peux pouvoir les enlever, il va falloir que je regarde juste A, B, O, P, Q. Et là, il y a X, alors X, il y a 4 points, pas de bol, il y a les 4 extrémités. Il y en a 4, c'est comme H. Donc là, voilà, il y a un petit souci, il faut que je regarde H et X, parce que juste avec ça, je ne vais pas pouvoir savoir, vous voyez, si H et X sont homomorphes ou pas. Donc là, on va faire un autre raisonnement pour X et H. Bon, alors le raisonnement, il est assez simple, c'est que si j'enlève ce point-là à X, bah, j'obtiens 4 composantes connexes. Et en enlevant un point à H, bah, je vous laisse regarder, j'ai essayé les différents cas. Si je l'enlève ici, il y a 3 morceaux. Si ici, il y a 2 composantes connexes. Si je l'enlève ici, il n'y en a qu'une. Bon, vous voyez, on enlève un point n'importe où à H, bah, j'ai fait tous les cas possibles. En gros, il y aura soit une, soit 2, soit 3 composantes connexes. Il n'y en aura jamais 4. Donc X et H ne sont pas homéomorphes. Donc ça, c'est réglé. Donc finalement, X il est homomorphe à aucun de, comme il n'y a pas H, aucun des autres. T à aucun des autres. H à aucun des autres. Et I à aucun des autres. Il ne reste plus qu'à voir donc maintenant A, B, O, P et Q qui peut-être sont homéomorphes entre eux. Donc là c'est quand même pas mal, on a gagné du temps, il ne reste plus qu'à regarder ça. Ok, donc maintenant 5 x 4 divisé par 2, bon il reste encore 10 couples, hein, mais on va essayer de s'améliorer, on va trouver des points communs. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de A et B? Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que A, il y a moyen de le couper en 2 bouts. En enlevant un point, on peut avoir 2 composantes connexes. D'accord? Alors que B, on ne peut pas. Ou que j'enlève un point dans B, vous voyez, il y aura toujours une seule composante connexe. Donc, ça prouve que A et B ne sont pas homomorphes. Okay, et puis, plus généralement, A, P et Q, on peut les couper, on peut enlever un point pour qu'il y ait 2 composantes connexes. Donc B, il est homéomorphe à aucun de A, P et Q. Ok? Donc voilà, et puis il me restait O. Et bien O, pareil, si j'enlève un point n'importe où dans O, ça reste connexe. Point du cercle, j'enlève un point n'importe où, ça va rester connexe. Donc déjà, il y a 2 catégories, ces 3-là et ces 2-là, ils ne sont pas homéomorphes. B est homomorphe à aucun de ceux-là, et O non plus. Maintenant, entre B et O, alors c'est pas très dur, parce que si j'enlève 2 points à B ici et ici, enfin un sur chaque boucle, il reste encore une seule composante connexe en enlevant 2 points à B. Il y a moyen de trouver 2 points, c'est pas obligé, parce que si je prends les deux là juste à côté sur la même boucle, il y aura 2 composantes connexes, mais si je prends un point en haut, un point en bas par exemple, hein, ou 2 points comme ça, il y a moyen de trouver un couple de points tel que quand on les enlève, ils restent connexes. Alors que sur le cercle, clairement, on ne peut pas. J'enlève 2 points sur le cercle, il y a forcément 2 composantes connexes. Ok, donc ça prouve que B et O ne sont pas homéomorphes. Ils sont homomorphes à aucun de ceux-là, ils ne sont pas entre eux, donc ceux-là, ok, ils sont tout seuls, il ne reste plus qu'à regarder maintenant A, P et Q. Ok. Alors, Q, si j'enlève ce point-là, je vois que j'ai 3 morceaux, et avec A et P, on voit bien qu'au maximum, on obtient 2 composantes connexes. On ne pourra jamais obtenir 3 composantes connexes avec A et P en enlevant un seul point. Ok, donc ça prouve que Q, il est différent des deux, et donc il ne reste plus que le couple AP, qui se ressemble pas mal. Il faut montrer qu'il n'est pas... Et en retirant un point, A et AP, c'est pas clair. On peut obtenir 2 morceaux, on peut obtenir un morceau. Donc cette fois, comme pour, pour B et O, il faut retirer 2 points. Si on retire ces 2 points à A, je me rends compte que je peux obtenir 4 composantes connexes. Ok, hein, vous voyez, donc voilà, 1, 2, 3 et 4 en haut. P, maintenant il faut faire différents cas pour voir si j'en prends un en point et un ici, j'obtiens un seul composante connexe. Si j'en prends 2 là et là, je peux obtenir 2 composantes connexes. Si j'en prends un là et un là, je peux obtenir 3 composantes connexes, mais c'est le maximum que je peux faire. On voit bien que je peux pas, voilà, je peux pas faire mieux. En tirant 2 points de P, je ne peux pas réussir à obtenir mieux. Et donc ça prouve que A et P ne sont pas homomorphes. Et donc voilà, les différents couples, on les avait trouvés dès le début. Ok, c'est la liste, voilà. Très bien, très bien. J'espère que ça vous a amusé. Alors, maintenant passons au passage des douanes. Donc je vous rappelle l'énoncé, il est assez rigolo. Hein. Si on passe de l'intérieur d'une partie à l'extérieur d'une partie, et alors on passe forcément par la frontière. Si on marche de façon continue, si on fait un chemin continu qui part de l'intérieur de A et qui finit dans l'intérieur du complémentaire de A, donc ce qu'on appelle l'extérieur de A, alors forcément on est passé par la frontière. Alors comment on démontre ça? C'est tout con. En fait, l'astuce qu'il faut bien comprendre, ça c'est vraiment très important, c'est que je peux décomposer mon espace total en 3 parties disjointes, et dont les réunions fait tout. D'accord? C'est l'intérieur de A, union
la frontière de A. Alors rappelez-vous, la frontière de A, c'était l'adhérence de A privée de l'intérieur de A. Donc si je prends l'intérieur de A, je rajoute l'adhérence privée de l'intérieur, c'est bien disjoint, il n'y a pas de point en commun entre ces deux-là, et j'obtiens toute l'adhérence de A. Parce que je rajoute l'adhérence moins l'intérieur à l'intérieur, bah, j'obtiens toute l'adhérence. Et du coup, je rajoute tout ce qui n'est pas dans l'adhérence, bah, j'ai bien obtenu tout E. Et toutes ces parties sont deux à deux disjointes. Vous voyez, j'ai trois catégories. Ce qui est en bleu clair, j'ai le trait bleu foncé, et puis j'ai tout le reste autour. OK? Donc ça, c'est toujours vrai dans n'importe quel espace topologique et tout ça. J'ai mis métrique, mais c'est pareil, c'est topologique, il n'y a pas de problème, ça c'est vrai. OK? Voilà, on a une union disjointe qui porte n'importe quelle partie A. E, c'est toujours intérieur de A, union frontière de A, union le complémentaire de A bar. Or, le complémentaire de A bar, on l'a déjà vu, c'est exactement l'intérieur des complémentaires de A. Autrement dit, ça veut dire que n'importe quel espace, ça se décompose toujours hein, l'intérieur de A, la frontière de A, l'extérieur de A. Parce que là, tout va bien. OK? Très bien. Bon, ben voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Et maintenant, prenons notre chemin continu, donc qui va de 0, 1 dans E. Et donc, ça c'est un ouvert de E, ça c'est un ouvert de E. Donc, les images réciproques des ouverts de E, ce sont des ouverts de 0, 1. OK? Donc, P-1 de l'intérieur de A et P-1 de l'extérieur de A, ce sont deux ouverts de 0, 1. OK? Donc, jusque-là, tout va bien. Disjoint, bien sûr, parce que voilà, pas les mêmes valeurs de T ne peuvent pas à la fois arriver dans l'extérieur de A et l'intérieur de A et l'extérieur de A. Hein. D'accord? Donc c'est OK, donc voilà. Ça ne se touche pas. OK. Et donc, comme 0,1 est connexe, bah, du coup, ça c'est deux ouverts disjoints, ça ne peut pas faire la réunion de 0,1. Hein, une partie connexe, je vous rappelle, c'est pas réunion de deux ouverts stricts disjoints. OK? Donc comme ces deux ouverts-là sont non vides et sont disjoints, eh ben 0,1 ne peut pas être la réunion de ces deux trucs-là. OK? Et donc, bah, du coup, il existe un T dont l'image est ni dans l'intérieur de A, ni dans l'extérieur de A. Voilà. Il existe un T, donc, tel que P de T n'est pas dans l'intérieur de A, et P de T n'est pas dans l'extérieur de A. Sinon, 0,1 serait la réunion de ces deux trucs-là. Et ce serait contradictoire avec le fait que 0,1 est connexe. Bah, donc, du coup, il n'y a pas trop de choix, bah, du coup, P de T est dans la frontière de A. Voilà, voilà. OK? Jusque-là, ça va? Très bien. Alors maintenant, cas général, si on prend une partie connexe de E, pas seulement l'image de 0,1 par une application continue, mais juste n'importe quelle partie connexe, si elle rencontre C, si elle rencontre l'intérieur de A, cette partie C, et si elle rencontre l'extérieur de A, alors elle rencontre la frontière. Bah, c'est limite encore plus simple, parce que cette fois, si je prends donc l'intérieur de A intersecté avec C et l'extérieur de A intersecté avec C, c'est deux ouverts de C. Donc si par hypothèse ces deux ouverts-là sont non vides, leur réunion n'est pas égale à C, puisque C est connexe. Et C par réunion de deux ouverts disjoints non vides. Oui, ils sont toujours disjoints, parce que l'intérieur de A et l'extérieur de A, ils sont disjoints. OK? Donc c'est deux ouverts disjoints de C, non vides, par définition. Leur réunion ne peut pas être égale à C complet. D'accord? Et donc comme E, bah, c'est la réunion disjointe de ces trois ensembles-là, C, il n'est pas inclus dans C intersection avec ça, et C intersection avec ça, donc bah, il y a du C intersection avec frontière de A et non vide. Voilà. Parce que sinon, C, ce serait... oui, dans C, il n'y en a pas, ils sont pas tous soit là-dedans, soit là-dedans, bah, du coup, il y en a forcément qui sont là-dedans. Quoi. Donc voilà, c'est tout bête, hein, mais encore faut-il le dire. Quoi. Ok, alors mes petits exemples d'ensemble de matrices maintenant. Les matrices réelles, symétriques, positives et convexes. Bon, bah, c'est pas très dur, mais il faut l'écrire. Hein. Si A et B sont symétriques, bah alors pour tout T dans 0, 1, 1 moins TA plus TB est symétrique, bah oui, parce que la transposée, c'est une application linéaire. Faites la transposée de tout ça, ça fait 1 moins T transposé de A plus T transposé de B. Et donc ça fait 1 moins TA plus TB. Bah oui, donc voilà. N'insiste pas, c'est une application linéaire, la transposée d'une matrice. Hein, donc voilà, une matrice symétrique, bah, une somme de deux matrices symétriques. Combinaison linéaire de matrices symétriques, c'est symétrique. Ok, bon. Très bien. Vous pouvez aussi dire que l'ensemble des matrices symétriques est un sous-espace vectoriel, tout ça. Donc, bon. Ok. Alors maintenant, pour la positivité, c'est un petit peu plus dur. Hein, je vous rappelle, ça veut dire une matrice est symétrique, ça veut dire que XA transposé de X pour n'importe quel vecteur X ligne de Rn doit être positif. Hein. Ok, donc là, je prends un T n'importe où entre 0 et 1, je prends un vecteur donc ligne dans Rn, je prends A et B deux matrices, et bah du coup, si je fais X fois 1 moins TA plus TB fois transposé de X, donc ça c'est le vecteur colonne, ok, et bien du coup, je peux développer ces petites choses-là. Hein. La multiplication par X est linéaire, la multiplication par transposé de X est linéaire aussi. Et donc finalement, j'obtiens 1 moins T fois XA transposé de X plus T X B transposé de X. Et donc voilà.
Et donc si ça c'est tout le temps positif et ça tout le temps positif, comme t et 1 moins t sont tous les deux positifs, bah, j'en déduis que ça c'est tout le temps positif. Si A est une matrice positive, donc ça pour tout x c'est positif, si B est une matrice positive, ça pour tout x c'est positif, bah du coup ça pour tout x c'est positif, et donc cette matrice là est également positive. Alors notez qu'il y a une petite, il peut y avoir un petit souci parce que la notation habituelle c'est de prendre un x, un vecteur colonne, d'accord, on l'écrit comme ça en colonne, moi j'ai pas trop de place sur les diapos et du coup souvent les gens écrivent 1 moins t transposé de x à x. Ok, moi j'ai pris un vecteur ligne là dans Rn, x1, x2, xn, du coup j'ai écrit dans l'autre sens, mais voilà, faut pas que ça vous confusionne, vous dites oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Très bien. Donc maintenant, si une matrice est nilpotente, alors montrez que c'est connexe et puis que c'est un fermé d'intérieur vide. Voilà, voilà, voilà. Alors que ça veut dire qu'une matrice est nilpotente? Ça veut dire qu'il existe un indice P, donc non nul, tel que A puissance P est égal à la matrice nulle. Okay, si P égale 1, c'est que A était la matrice nulle. Okay, et sinon, c'est que A au carré égale la matrice nulle, A au cube la matrice nulle. Enfin bref, il y a un certain P tel que A puissance P est égal à la matrice nulle. Ok? Très bien. Alors, ce que je prétends, bah, c'est que du coup, si je multiplie la matrice A par un coefficient T quelconque dans R, bah, ça reste nilpotent, parce que TA à la puissance P, ça fait T puissance P à puissance P, ça fait toujours la matrice nulle. D'accord? Quel que soit le réel T, TA est nilpotente. Et là, c'est fantastique, parce que du coup, l'application, vous voyez, qui va à T entre 0 et 1 associé TA, et ben, du coup, c'est un chemin entre la matrice nulle et A, qui est continu, d'accord, et qui est entièrement dans l'ensemble de matrices nilpotentes. Hein, c'est l'application qui a T associé TA, c'est bien continu, hein, multiplication par T de tous les coefficients. D'accord? Pour la valeur pour 0, c'est la matrice nulle. Pour 1, c'est la matrice A. Donc j'ai un chemin continu entre la matrice nulle et la matrice A qui reste tout le temps dans les matrices nilpotentes. Okay? Ce segment reste tout le temps dans les matrices nilpotentes. Donc on a déjà vu, dans ces cas-là, on dit que c'est un ensemble étoilé. Vous voyez, n'importe quel élément de l'ensemble des matrices nilpotentes, il y a le segment, donc un peu une espèce en étoile, vous voyez, la matrice nulle, on peut le relier avec n'importe quelle matrice nilpotente. Et du coup, deux matrices nilpotentes, en passant par l'étoile, la matrice nulle, on peut les relier par un chemin. En faisant un coude comme ça, toc, toc, toc. Et donc voilà, donc c'est connexe par arc. Okay, on peut passer d'une matrice nilpotente à une autre comme ça par un chemin en passant par la matrice nulle. Ok. Alors ensuite, pour montrer que c'est un fermé, il y a une petite astuce. Alors je pourrais prendre la réunion de tous les P, etc. Mais a priori, il pourrait y avoir une infinité de P, tout ça, donc c'est un peu galère parce qu'une réunion infinie de fermé, c'est pas forcément un fermé. Donc je vais utiliser une astuce qui est bien à savoir. J'en profite pour faire un petit peu de rappel de cours sur les matrices, hein, d'accord? Donc là, il y a des petites digressions qui a priori ne sont pas de la topo, mais ça fait toujours bien de réviser un petit peu. Donc, on prend une matrice carrée de taille n, alors elle est nilpotente si et seulement si A puissance n est égal à la matrice nulle. C'est-à-dire que le P qui est dit là, en fait, il est inférieur ou égal à n. Tout le temps. Le plus petit P pour lequel ça marche, il est tout le temps plus petit ou égal à n. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est pas si évident, parce que l'ensemble de matrice, a priori, c'est de dimension n au carré. Donc c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Alors il faut réfléchir un petit peu, mais comme A puissance P est égal au vecteur nul, ça veut dire qu'il y a un polynomialateur de la forme x puissance P. Or, les valeurs propres d'une matrice, si j'ai un polynôme annulateur, le polynôme annulateur, il annule les valeurs propres, c'est obligé. D'accord? Il peut y avoir des racines du polynôme annulateur qui ne sont pas des valeurs propres, mais en tout cas, les valeurs propres sont toutes des racines du polynôme annulateur. Mais là, mon polynôme annulateur, il n'a qu'une seule racine, c'est 0. Donc, 0, c'est la seule valeur propre possible. D'accord? Ma matrice, là, n'a qu'une seule valeur propre possible dans R, c'est 0. Et même dans C, d'ailleurs, parce que voilà, ce polynôme-là n'a que 0 comme racine. Ok? Et donc, ça veut dire que ce polynôme caractéristique, bah, c'est le polynôme de degré n, s'annule que en 0. Donc, c'est x puissance n. D'accord? Et du coup, d'après le théorème de Keller-Hamilton, eh ben, du coup, j'ai A puissance n qui vaut la matrice nulle. Réciproquement, si A puissance n est la matrice nulle, c'est évidemment une matrice nilpotente. Hein, d'accord? Donc, c'est dans ce sens-là que c'était plus dur. S'il existe un P, a priori, bien plus grand que n qui annule, ben, en fait, A puissance n, ça fait la matrice nulle. Alors, pourquoi c'est bien de savoir ça? Parce que du coup, j'avais plein de cas à traiter, de différents P, j'en ai plus qu'un. Et donc, je peux prendre l'application qui va des matrices dans les matrices qui a A associe A puissance n. Ben ça, je vous laisse vérifier, mais que c'est polynomial, l'équation de A. Alors, c'est atroce la formule, on est bien d'accord. Hein. Déjà, A au carré, somme des AIK, AKJ et tout ça, machin. Donc, A puissance n, c'est une formule dégueulasse. Mais c'est que des multiplications et des sommes de coefficients de la matrice A. Donc, c'est continu. Ok? Donc, l'image réciproque du singleton matrice nulle, c'est infermé, puisque le singleton matrice nulle est infermé. Les matrices, un singleton est toujours infermé dans un espace métrique. Donc, et l'image réciproque d'infermé par une application continue, c'est infermé. Donc l'ensemble des matrices telles que f sans n égale 0 est infermé de Mn de R. Donc l'ensemble des matrices nilpotentes est infermé de Mn de R. Ok? Ah, maintenant il nous reste à montrer que c'est d'intérieur vide.
Alors pour ça, on va faire encore des petits rappels sur les matrices. C'est pas indispensable, j'aurais pu faire autrement, me dire « Ah, il y a plus rapide et tout », oui, mais j'en profite. Je m'amuse. Et puis je me dis, ben, c'est l'occasion de rappeler des trucs sur les matrices nilpotentes qui servent tout le temps pour Jordan, tout ça. Donc bref. Donc je vous rappelle un petit peu de choses. Pour n'importe quelle application linéaire, n'importe quelle matrice, on a toujours cette inclusion. Le vecteur nul inclus dans ker de A, inclus dans ker de A2, ainsi de suite, inclus dans ker de A puissance P-1, inclus dans ker de A puissance P, et puis au bout d'un moment, il y a une égalité. Le plus petit P pour lequel on a cette égalité s'appelle l'indice de fitting. Il y a une vidéo spécialement là-dessus. Mais là, on va s'arrêter calmement parce que là, on prend une matrice nilpotente, donc au bout d'un moment, ça fait E, donc forcément, ça s'arrête. À tout le monde. Donc voilà, donc j'ai les inclusions comme ça. Okay, là, c'est l'espace complètement E qui est voilà, une succession d'espaces comme ça. Et donc maintenant, l'astuce, évidemment, c'est d'essayer de regarder quelle est la matrice de A dans une base adaptée à cette décomposition. C'est-à-dire pour prendre une base de E, je vais commencer à prendre une base de ker de A. D'accord? Donc je vais essayer d'écrire ma matrice comme ça, puis au début, je prends des vecteurs de ker de A. Bon, bah, s'ils sont dans ker de A, leur image, c'est 0. C'est fait pour, c'est le vecteur nul. Donc là, il y a peut-être 2-3 vecteurs, il y a peut-être 2-3 colonnes, mais en tout cas, au début, ça commence par que des colonnes formées que de 0. OK. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est inclus dans ker de A2. Donc du coup, je vais prendre une base de ker 2 en complétant la base de ker de A que j'ai. D'accord? J'ai trouvé des vecteurs comme ça de ker de A2 en complétant ma base de ker de A qui était inclus dans ker de A2. Et si je réfléchis bien, bon, quelque chose qui est dans ker de A2, son image par A, c'est dans ker de A. Hein, parce que A2 de x fait le vecteur nul, du coup, A de x, ça fait vecteur nul. Donc A de x est dans le noyau de A. Donc c'est-à-dire que l'image de ces vecteurs de ker de A2, ils sont dans ker de A. Donc ça veut dire que voilà, les éléments qui sont non nuls là, d'accord, c'est ceux qui correspondent à la même dimension que cet éclat. S'il y avait 3 lignes de 0 ici, il n'y a que les 3 premiers qui sont là. Autrement dit, sur la diagonale, là, il n'y a que des zéros, quoi. Hein, et puis ainsi de suite. Ouais, si je fais de ker de A3, l'image des éléments de ker de A3, ils sont dans ker de A2. Okay, et donc, j'obtiens à la fin comme ça une matrice triangulaire supérieure avec que des zéros dans la diagonale. Donc je vous ai refait la preuve de ce résultat ultra classique, mais je voulais que vous compreniez pourquoi ça marche. C'est une matrice nilpotente, d'accord, dans R ou dans C, mais aussi dans R, ce qui est plus dur, parce que dans R, tout le monde n'est pas trigonalisable, alors que dans C, oui. Mais dans R, une matrice nilpotente, et du coup, il y a une matrice inversible P, telle que P-1 à P, ce soit une matrice triangulaire supérieure avec des zéros dans la diagonale. On peut toujours faire ça. Une matrice nilpotente, ça se trigonalise et il n'y a que des zéros dans la diagonale. Ok? Voilà. Alors pourquoi c'est bien de savoir ça pour mon problème? Parce que du coup, maintenant, si je rajoute un epsilon aussi petit que je veux, positif, t plus epsilon n, c'est une matrice inversible. Alors une matrice, ça fait une matrice, il y a des epsilon de la diagonale. Triangulaire avec des epsilon. Du coup, le déterminant, c'est epsilon puissance n, c'est non nul, tout ça, donc c'est bien une matrice inversible. Du coup, par changement de base, je vois que A, finalement, c'est pt p-1, donc si je prends pt plus epsilon in p-1, du coup, ça fait A plus epsilon in, hein, parce que p in, ça fait p-1, ça commute, tout ça, ça fait epsilon in. Ok? Et donc voilà, je trouve que A plus epsilon in est inversible. Et une matrice inversible ne peut pas être nilpotente. Hein. Je vous laisse réfléchir à ça, mais c'est l'objectif, elle ne peut pas être nilpotente. Hein. D'accord? Donc voilà, donc pour tout epsilon, A plus epsilon in n'est pas nilpotente. Et maintenant, donc si je prends par exemple la norme infinie, le max des valeurs absolues des coefficients, la distance entre A et A plus epsilon in, c'est epsilon. D'accord? Donc dans la boule de centre A et de rayon epsilon, alors on va me dire, ah oui, la boule ouverte, il n'y est pas. Ok, donc je prends epsilon sur 2 ici, bon, bref. Pour tout rayon R positif, la boule de centre A de rayon R n'est pas inclue dans l'ensemble d'une matrice nilpotente. Voilà, j'ai des matrices aussi proches que je veux de A qui ne sont pas nilpotentes. Donc il n'y a pas de boule autour de A inclus dans les matrices nilpotentes. Et donc ça veut bien dire que l'ensemble de matrices nilpotentes est d'intérieur vide. Voilà, voilà. Ok, alors, et c'est pas un sous-espace vectoriel, vous voyez, donc c'est traite, parce que souvent on imagine comme ça, les fermés d'intérieur vide, c'est souvent les sous-espaces vectoriels, vous voyez. Hein, les emplois de matrice de trace nulle, fermée d'intérieur vide, ça se voit bien, il n'y a pas de boule incluse dans un sous-espace vectoriel. Mais une nilpotente, c'est pas un sous-espace vectoriel, donc c'était plus chaud, quoi. Bon bref, l'ensemble de matrices orthogonales est-il connexe? Donc si ça l'était, j'aurais dit démontrer que c'est connexe. Si je pose la question comme ça, souvent, c'est une astuce pour vous, hein, qu'on dit, ah, est-ce que cette propriété-là, c'est que souvent qu'elle est fausse en vrai. Alors pourquoi elle est fausse? En fait, c'est pas très dur, parce que comme vous le savez, il y a le groupe spécial orthogonal, c'est justement les matrices de déterminants positifs, enfin en l'occurrence 1, parce que les matrices orthogonales, leur déterminant c'est 1 ou moins 1. Bon bref, il y a des matrices de déterminant 1 et d'autres de déterminant moins 1. Ok. Par exemple, il y a n et puis déterminant négatif, je mets un moins 1 et puis que des 1 après dans la diagonale, voilà, c'est bien une matrice orthogonale. Je vous laisse vérifier, et puis déterminant négatif, ok. Or, le déterminant, c'est une application continue des matrices dans R. Donc si ça prend la valeur moins 1 et ça prend la valeur 1, ça prend la valeur 0, si l'espace de départ est connexe. Vous
voyez, supposez que ON de R était connexe, bah, du coup son image par le déterminant c'est un connexe de R. Et donc c'est un intervalle de R, et donc ça contient moins 1 et 1, ça va contenir 0. Ok. Alors là, bah, l'image par déterminant de ON de R, en fait c'est que 1 et moins 1, c'est pas connexe. Donc voilà, donc c'est faux. Okay, hein, il devrait contenir une matrice déterminant nul, mais bon, là j'ai fait juste, voilà, une matrice pas inversible, mais en fait on sait même que l'image par déterminant de ON de R, c'est juste moins 1 qui n'est pas connexe, donc ON n'est pas connexe. Voilà, voilà. Ok, alors maintenant, en utilisant la triangularisation, j'ai mis, ou la trigonalisation plutôt, montré que pour tout A dans GLN de C, il existe un chemin de A à identité dans GLN de C, de matrices toujours incluses dans les matrices inversibles, et en déduire que GLN de C est connexe par A. Bon, bah là, c'est évident, ça veut dire on va montrer que c'est étoilé, un peu comme tout à l'heure. Il y a un chemin entre... Alors, c'est pas forcément un segment cette fois, donc c'est pas forcément étoilé, mais enfin, s'il y a un chemin entre A identité, bah, je prends A et B, bah, il y a un chemin entre B identité et entre A identité, du coup, il y a un chemin entre A et B, oui, en faisant les tours par identité. Donc ça, c'est connexe par arc, c'est évident, ça en a démontré le premier point. Alors, comment trouver une matrice inversible, un chemin entre elle et l'identité? C'est pas si simple. Et donc, l'astuce, comme on l'a dit, c'est de passer par la trigonalisation de A, c'est-à-dire que voilà, je prends une matrice A inversible, il existe une matrice Q inversible, j'ai marqué GLN de R, c'est une faute de frappe, c'est GLN de C, tel que Q-1 AQ, c'est triangulaire supérieur. Ok, je veux la trigonaliser, un truc classique, quoi. Parce que le polynôme caractéristique est scindé, je vous rappelle, une matrice est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé, sur C, tous les polynômes sont scindés, donc ça passe. Ok, donc, maintenant, C étoile, grosse astuce, C étoile est connexe par arc. Vous voyez, ça ne marche pas pour R. R étoile, il n'est pas connexe, hein, mais C étoile, il est connexe par arc. J'enlève 0, je peux faire un tour, je peux passer de n'importe quel point différent de 0 à C à un autre point différent de 0 à C sans passer par 0. Ok. Donc, je prends un coefficient là, TKK qui est sur ma diagonale, qui est strictement non nul, puisque ma matrice, elle est inversible, T. D'accord. Un produit de matrice inversible, une triangulaire supérieure inversible. Donc, les éléments sur la diagonale sont tous non nuls. Ok. Donc, je prends θk et non nul, bah, il existe un chemin continu, pkk, je dis de 0 à 1, qui reste dans C étoile tout le temps, tel que pkk de 0, c'est ce nombre-là, et pkk de 1, c'est 1. Je peux relier 1, vous voyez bien, hein, dans C, n'importe quel complexe non nul, je peux relier à 1. En gros, s'il n'est pas dans les réels négatifs, je peux même faire un segment. Mais si jamais c'était moins 3, le segment pour aller à 1, il passe par 0. Donc là, il faut que je fasse un bout de cercle. Mais voilà, je peux toujours passer par un chemin d'un nombre complexe non nul à 1. Donc je le fais pour tous les éléments des diagonales. Okay, je prends des chemins comme ça. Ensuite, bah, comme voilà, je vais prendre maintenant pour n'importe quel coefficient autre que kk, donc pour pkj, et ben, je multiplie par 1 moins t le coefficient de la matrice tkj. Alors ça, c'est juste, oui, je réduis. Pour t égale 0, j'avais tkj, et pour t égale 1, j'obtiens 0. Hein, donc je prends mon coefficient et je multiplie par un nombre qui tend vers 0. Pim. À la fin, c'est bien continu, tout va bien. Et pkj de 0, bah, c'est le nombre de départ, et pkj de 1, c'est 0. Ok, jusque-là tout va bien. Et donc si on y réfléchit bien, voilà, j'appelle P de t la matrice de coefficients PKJ que je viens de créer. Bah, tous les coefficients sont continus, donc c'est une application continue. Et puis P de 0, bah, c'est t, c'est la matrice de départ, parce qu'à chaque fois en 0, c'est le coefficient de la matrice t. Et puis P de 1, c'est la matrice identité. Ok. Donc voilà. Et donc maintenant, comment je fais pour passer de A à identité? Bah, c'est pas dur, je prends l'application qui a t associe Q, P de t, Q-1, d'accord, puisque donc P de 0, c'était t. Et bien Qt, Q-1, ça fait A. Donc pour t égale 0, ça fait A. Pour t égale 1, ça faisait identité, mais du coup identité fois Q-1, ça fait identité. Et donc j'obtiens un chemin continu de matrice inversible, parce qu'effectivement P de t est toujours inversible. Hein. Vérifiez bien, je me suis bien débrouillé pour que ça reste une matrice triangulaire avec des coefficients de la diagonale tous non nuls. Donc P de t est toujours inversible, parce que j'ai fait en sorte que les coefficients de la diagonale, ils restent toujours dans ces étoiles, tous non nuls. Ok. Donc, j'obtiens bien un chemin continu de matrice inversible entre A et IN, et donc j'ai fini de démontrer ça. Ouais, c'est dur hein, quand même. Je reconnais que c'est pas évident. Mais c'est un classique, quoi. C'est pas, faut l'avoir vu une fois, quoi. D'où l'intérêt de l'avoir cherché pour bien s'en rappeler. Ok, alors est-ce que c'est encore vrai pour GLN de R? Bah, l'argument qu'on a fait ne fonctionne plus. Alors d'une part, les matrices ne sont pas forcément trigonalisables, donc déjà ça c'est un problème. Et puis en plus, R étoile, il n'est pas connexe par arc. Il n'est pas connexe, donc il n'y a pas forcément de chemin entre moins 1 et 1. Vous voyez, donc bah, voilà, la réponse est non, parce qu'il existe des matrices de ON de R donc, qui sont inversibles, mais donc dans GLN de R, qui sont de déterminants positifs et d'autres de déterminants négatifs. Ok, donc là je voulais mettre GLN de R, hein, on ne va pas se mentir, j'ai fait une faute de copier-coller, j'ai oublié de corriger. Mais en l'occurrence, ça marche aussi. Et donc il y a des matrices de déterminants positifs et des matrices de déterminants négatifs, et donc c'était connexe, bah, l'image ça passerait par 0, ça contiendrait des matrices de déterminants nuls. Ce qui est faux, il n'y a pas de matrice de déterminants nuls dans GLN, donc c'est pas
connexe, j'ai un N2R, voilà. Alors ensuite, on a vu que si A est connexe, son adhérence est connexe, mais alors qu'est-ce qu'il en est de son intérieur? Bon, bah voilà, il suffit de regarder un petit peu, on prend un petit contre-exemple. Là, imaginez, je prends, voilà, dans le plan, bon, je sais pas, imaginez là, il y a l'axe ordonné, bon, je fais deux triangles comme ça, là, qui se touchent, hein, les droites Y égale X, Y égale moins X sont incluses. Bah, je prends l'intérieur, je pouf, hop là, les points, tel qu'il y a une boule qui est inclus dedans, bah, il y a ça, ah, il manque là, il y a un petit trou là, 0, 0, il va dégager, et du coup, là, c'est plus connexe. Voilà. Ok, donc je vous laisse écrire ça à des équations, mais vous voyez l'idée, hein. Et vous ferez deux trucs qui se touchent juste à la frontière en un point, on prend les deux intérieurs, ça se touche plus, quoi. Ok. Montrer que les composantes connexes de A sont ouvertes, c'est seulement si A est localement connexe, c'est-à-dire que tout point de A admet un voisinage connexe. Ok, c'est une équivalence, on va faire les deux cas. Bon, tout point de A, il est dans une composante connexe. D'accord? Donc si les composantes connexes de ouvertes, bah, du coup, ça veut dire que tout point il possède un voisinage connexe. Voilà, parce que un ouvert, c'est un voisinage de tous ses points. Donc, comme tout point, il est dans sa composante connexe à lui, si elle est ouverte, c'est un voisinage de lui qui est connexe. Ok. Donc dans ce cas-là, c'est fastoche. Si les composantes connexes sont ouvertes, bah, A est localement connexe. Ok, maintenant on suppose que A est localement connexe, donc on suppose que tout point il possède un voisinage connexe. Alors, pourquoi les composantes connexes sont des ouverts? Bon, en fait, c'est pas très dur, parce que si je prends une composante connexe de A et X qui est dedans, alors forcément, C, c'est la composante connexe de X. C'est la réunion de tous les connexes qui contiennent X. Donc si je prends V, un voisinage connexe de X, ben V, il est inclus, puisque vous voyez, c'est la réunion de tous les connexes qui contiennent X. Donc le voisinage qui par définition existe, connexe de X, il est inclus dans C de X, du coup C de X contient un voisinage, donc c'est un voisinage de X. Ok, donc qu'est-ce que je fais, hein, je prends n'importe quel point X dans C, c'est un voisinage de X, ben donc c'est un ouvert, parce que c'est un voisinage de tous ces points. Je prends une composante connexe, un X, n'importe quel dedans, j'en ai conclu que c'est un voisinage de X, donc c'est un voisinage de tous ces points, donc c'est un ouvert. Hein, je vous rappelle la vidéo sur l'espace topologique pour se rappeler de ces petites propriétés-là. Voilà, voilà. Allez, pour finir, est-ce que les symboles suivants sont homéomorphes? Alors c'est comme les lettres de l'alphabet, il faut trouver la bonne astuce. Qu'est-ce qu'il faut ajouter comme point, enlever des points, enfin, combien de points il faut enlever, etc. Donc voilà, pour, par exemple, pour ces deux symboles-là, il suffit d'enlever un point. En fait, si on enlève celui-là, on se rend compte que là, on a 4 morceaux, et que l'autre, quelle que soit la façon qu'on enlève ici, ici, ici ou ici, on peut avoir 1, 2 ou 3 morceaux, mais on ne peut jamais en avoir 4. Donc ça prouve que ces deux formes ne sont pas homéomorphes. Et les deux dernières, il faut chercher un petit peu. Il y en a qui font des trucs très compliqués en enlevant 3, 4 points et tout. Non, on peut s'en sortir en enlevant un point là aussi. Mettez sur pause encore si vous n'avez pas trouvé. Mais... Bon, en fait, si on enlève celui-là, par exemple, on se rend compte qu'on a 3 composantes connexes. Et bien à lui, on peut essayer d'enlever un point où on veut. On peut avoir 2, mais on peut avoir 1, mais on ne peut pas avoir plus que 2 composantes connexes en enlevant un seul point de celui-là. Donc voilà, donc ils ne sont pas homéomorphes. Bon bref, alors des petits jeux comme ça, vous pouvez en inventer plein. Vous tracez des formes l'un et l'autre et hop, essayez de vous poser des devinettes. Ça, c'est bien, on peut s'amuser, c'est chouette. Enfin bref. Donc voilà, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien bossé, et puis je vous dis à bientôt pour les valeurs d'adhérence, la compacité, enfin encore plein de trucs à faire en topologie. Ouais. Ciao, ciao. Voilà, puis merci aux tipeurs, toujours aussi nombreux, donc voilà, ça me fait plaisir, j'espère que cette liste va continuer à augmenter. Donc là, on est en février 2024, voilà, et donc j'espère que ça va continuer. Alors désolé, j'ai toussé, j'espère que Mourad, enfin, si vous ne l'avez pas entendu, c'est que Mourad a réussi à corriger, mais je suis super malade, voilà. Si vous suivez les lives, vous avez vu, ça fait des semaines que j'en parle, là je tousse tout le temps et ça se passe pas, c'est très énervant. J'ai fait des efforts, vous voyez pas, mais pour avaler ma salive et respirer et tout ça pendant toute la vidéo pour essayer de pas tousser, c'était chaud. Voilà, à un moment, il y a vraiment une énorme quinte de tout, j'ai dit à Mourad, tant pis, là, on va faire un montage, on va couper, donc si vous avez une petite saccade à un moment, bah, c'était à ce moment-là. Parce que là vraiment, il n'y avait pas moyen de faire autrement, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Mais bon. J'espère quand même que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. C'est toujours sympa d'être fidèle au poste. Et puis, à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.